Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle série sur la chaîne intitulée L'ascension et la chute de Brock Lesnar à l'UFC, avec 2 épisodes qui sortiront ces prochaines semaines. Vous y plongerez dans le parcours incroyable du conquérant dans la plus grande organisation mondiale de MMA, où il a cloué les becs de tous ceux qui se moquaient du catch. Vous y apprendrez entre autres la spirale infernale dans laquelle il était avant de quitter la WWE en 2004, à base de vodka et d'antidouleur. Comment il a réussi à se faire signer par l'UFC et à devenir son meilleur vendeur de pay-per-view à l'époque, après avoir un jour quitté son fauteuil de spectateur et escaladé l'octogone pour pouvoir parler au patron Dana White. Et même la raison très surprenante pour laquelle la WWE a envoyé l'Undertaker confronter Brock après son combat contre Cain Velasquez. Et on remercie très chaleureusement notre nouvelle membre premium, Sarah 1987. Merci pour le soutien, ça m'encourage beaucoup. Gros big up à toi. On va faire grandir la chaîne, tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, l'ascension et la chute de Brock Lesnar à l'UFC. C'est parti! Pour apprécier pleinement l'ascension de Brock Lesnar à l'UFC, il faut d'abord comprendre la situation dans laquelle il se trouvait après avoir quitté la WWE en 2004. Alors qu'en l'espace de 2 ans dans la compagnie de Vince McMahon, il y a collectionné les succès, en réalité, il y était très malheureux, au point de faire un doigt d'honneur à la fin de son dernier match qui, selon lui, était adressé au grand patron de la fédération. Brock en avait eu marre de ce mode de vie où les catcheurs passent leur temps sur la route, show après show, en voyant très rarement leur famille, tout en étant au plus mal physiquement, tous les jours. Pour lui, qui venait d'une vie assez simple à la campagne, et qui avait toujours été quelqu'un qui n'aimait pas avoir plein de personnes autour de lui, c'était trop. Comme il le raconte, je me gavais de médicaments pour tuer la douleur, et j'ai commencé à boire de la vodka. Beaucoup de vodka. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je prenais 1 bouteille par jour, ou tous les 2 jours, et une centaine d'antidouleurs par mois pour accompagner ça. Il dit lui-même qu'il n'était pas fait pour les voyages permanents, qu'il est fait pour être dans le ring, mais pas pour aller d'un ring à un autre. En plus, il venait d'être père pour la première fois en 2002, et il vivait mal le fait d'être un père absent, ce qu'on peut largement comprendre. Son mal-être à la WWE a atteint un tel niveau qu'il a dit qu'il s'y sentait comme un animal piégé. Il a déclaré un jour « Je me revois être dans l'avion et avoir eu envie de casser la porte de l'engin et de sauter. » Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle il a signé à la WWE à la base, c'était purement financier. La compagnie lui a proposé beaucoup d'argent et Brock avait des prêts étudiants à rembourser. Et en plus, avec sa famille, il a toujours eu une vie très modeste, où il devait travailler très dur à la ferme pour avoir le strict minimum. Brock n'était pas un passionné de catch du tout, qu'il a seulement découvert à l'université. Et c'est son passé de sportif de haut niveau, puisqu'il avait été champion national universitaire de lutte, qui a attiré la WWE. En tout cas, en 2004, il en pouvait plus, et il a voulu faire autre chose. Mais il a d'abord dû régler des gros soucis qu'il y a eu avec la fédération. Face à cette décision soudaine de son poulain, sur lequel il avait beaucoup misé depuis 2002, de s'en aller, Vince McMahon va être excédé et lui imposer une clause de non-concurrence qui empêchait Lesnar de retrouver le moindre travail. Ça va mener à des batailles juridiques entre Brock et la WWE, et une fois que tout était enfin réglé légalement, et après avoir même tenté sa chance à la NFL avec les Vikings du Minnesota, le Next Big Thing a décidé de ce qu'il voulait faire à présent. Aller à l'UFC, la plus grande organisation de MMA du monde, qui à l'époque avait de plus en plus de succès. Et c'est vrai que même au niveau du mode de vie, c'est beaucoup mieux pour lui. Il a juste quelques combats par an, la plupart du temps, il peut être avec sa famille et s'entraider chez lui. Ça ressemble en réalité à sa vie actuelle de part-timer à la WWE en fait. Le fait est qu'il va avoir son premier combat de MMA en juin 2007 avec l'organisation japonaise K1 contre un certain Min Soo Kim, un combat qu'il va gagner en un peu plus d'1 minute. Au moment où Brock y est sur son adversaire, à terre et en l'empêchant de bouger, je trouve que le visuel était impressionnant.
Pouvez-vous seulement imaginer comment on doit se sentir quand on est dans cette situation avec Brock Lesnar dans un match? C'est en tout cas une victoire très facile. Mais tout ce qui intéresse le conquérant, c'est de signer à l'UFC. À cette époque, Dana White, le patron de cette compagnie, ne répond pas à ses appels. Alors Brock va faire quelque chose que je trouve incroyablement courageux. Comme il le raconte, je me suis acheté une place à l'événement UFC 74, où il y avait le match Randy Couture contre Gabriel Gonzaga. Après les combats, j'ai escaladé les barrières de sécurité. J'ai couru dans l'octogone. J'ai attrapé Dana White par l'épaule et je me suis présenté. On a eu une réunion. Il m'a pris au sérieux. On a parlé de tout sauf d'argent, parce qu'à l'époque, je m'en foutais. Je voulais qu'il me donne ma chance, qu'il me signe, même pour un seul combat. Je voulais lui prouver que je lui rapporterais de l'argent avec les achats de pay-per-view. Vous vous rendez compte comme cette anecdote est incroyable? En tout cas, son rêve va se réaliser. Il signe officiellement à l'UFC le 21 octobre 2007. Et là, pour Brock, qui dit qu'il a toujours voulu faire du MMA et qui avait enfin une activité et un mode de vie qui était fait pour lui, les choses sérieuses vont commencer. Comme il le dit, il a pris tout ça très au sérieux. Il a pris les meilleurs dans tous les domaines pour le coacher. Avant d'y avoir son premier match, il s'est entraîné intensément pendant 2 ans. Il a même fait construire sa propre salle de sport chez lui. Ce qui est certain, c'est que tout semblait réuni pour qu'il réussisse à l'UFC. Il avait déjà réussi dans la lutte au plus haut niveau, il s'est entraîné dur et c'est aussi un athlète hors du commun, puisque comme le dit un de ses coachs, même si Brock pèse 120 kg, il a la force d'un gars qui pèse 200 kg. Et pourtant, son premier match à l'UFC ne va pas du tout se passer comme prévu. Le 2 février 2008, dans la catégorie poids lourd, il va affronter Frank Mir, un expert en jiu-jitsu brésilien et déjà bien expérimenté dans les arts martiaux. Déjà, contrairement à beaucoup de personnes à l'UFC qui réduisaient Brock Lesnar à un mec de la WWE, Frank Mir dit qu'il l'a pris très au sérieux. Qu'il ne l'a pas simplement vu que comme un catcheur, mais qu'il voyait Brock comme un ancien champion national de lutte. Le combat lui-même va être très court et va avoir un scénario vraiment inattendu. Déjà, Brock va tout de suite clouer les becs de ses détracteurs en faisant un takedown au bout de 5 secondes. On peut dire qu'il a commencé la fleur au fusil. Et pour l'anecdote, Brock a des mains tellement grosses que l'UFC a dû lui fabriquer des gants sur mesure. Personnellement, en regardant ce combat, je me dis « Waouh !» Brock est face à un gars beaucoup plus expérimenté que lui. Et pourtant, il le domine complètement en étant brutal et déchaîné. Peut-être même un peu trop. Il va y avoir une interruption et une pénalité contre lui parce qu'il avait donné un coup à l'arrière de la tête de Mir, ce qui est interdit. Malheureusement, malgré une domination énorme, Brock va finir par se faire avoir sur une erreur que le renard Frank Mir a pleinement exploitée. Alors que Brock le tatane, Mir réussit à lui faire une clé de genou que Brock n'a pas vu venir, et à ce moment-là, il a dû abandonner. Ça reflétait pas du tout la physionomie du match, mais Lesnar a hélas perdu. Frank Mir raconte qu'il était choqué que Brock le laisse faire cette soumission, qu'il a gagné grâce à une prise qu'il a appris dès sa première semaine de MMA, il y a des années, et que Brock aurait dû savoir comment se défendre. Mir n'hésitera d'ailleurs pas à narguer Brock sur ça. Lesnar, lui, était au bout du rouleau. Il dit qu'il a vu sa vie s'effondrer dans sa tête et qu'il imaginait que Dana White ne voudrait jamais lui donner un autre combat. Mais au final, c'est tout le contraire. Dana est venu le voir après le match et lui a dit que c'était incroyable, qu'il aurait un autre match. Et là, Brock était soulagé. C'est vrai que malgré cette défaite sur une erreur bête, c'est un match où les fans étaient à fond. C'était divertissant et sans aucun temps mort. Donc on imagine que ça a dû plaire à Dana. Cette défaite va en tout cas allumer un feu en Brock, le surmotiver dans chaque entraînement et lui donner une soif énorme de vengeance par rapport à Frank Mir. Comme Brock le dit, mon premier combat contre Frank Mir à l'UFC m'a appris encore plus l'humilité. En amont, je m'étais tellement préparé à défendre la clé de genou, sûrement 1 million de fois, et pourtant, c'est comme ça que j'ai perdu ce combat. J'étais tellement en colère contre moi-même. J'ai demandé à Dana White de me donner une autre chance. Et cette autre chance, ça va être un match contre Heath Ewing le 9 août 2008 à l'UFC 87, où Brock Lesnar va être plus déterminé que jamais à faire ses preuves.
Encore plus en raison d'une scène qui a eu lieu en coulisses pas longtemps avant le match. L'adversaire de Brock, Keith Ewing, va passer devant son vestiaire et dire quelque chose que Brock va entendre. « Je vais montrer à ce type qu'on n'est pas à la WWE ici. Que ici, on se bat pour de vrai. » Quand Lesnar a entendu ça, ça l'a rendu cinglé et ça lui a donné encore plus envie de le démolir. Et c'est ce qui va arriver. Déjà, je dois dire que je suis fan de tous les t-shirts qu'il mettait à l'époque UFC. Ça lui est arrivé aussi de mettre un bonnet, ce qu'il refera quelques années plus tard à la WWE. Dans ce match, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est l'énergie et la vivacité de Brock malgré son gabarit. Pendant 15 minutes, ça a été une domination à sens unique, où il a notamment mis à Ewing des coups de genoux dans les côtes, et il suffit de voir les dégâts qu'il a eu au visage pour comprendre l'enfer que c'est d'être enfermé dans une cage avec Brock Lesnar. En tant que fan de catch, on peut vraiment le remercier d'avoir gagné ce jour-là, parce qu'il a cloué les becs de tous ceux qui se moquaient de la WWE en disant que c'était fake, que c'était pas des vrais combattants. D'ailleurs, dans l'interview d'après-match, Brock a harangué la foule en disant « Can you see me now? Est-ce que vous me voyez maintenant ?» Et Dana White dit que c'est le combat qui a tout changé pour Brock. Et quelques mois plus tard, il va déjà avoir droit à un match pour la récompense suprême, le championnat poids lourd de l'UFC. Le 15 novembre 2008, il va donc affronter le champion, Randy Couture. Et à ce moment-là, je vous dis, réalisez tout ce que ce combat représente. Randy Couture a 45 ans à l'époque, soit 14 ans de plus que Brock. C'est un vétéran du MMA et un gars qui a battu des légendes de l'UFC, tels que Chuck Liddell, Tito Ortiz ou Vitor Belfort. Lesnar dit lui-même que Couture est un athlète de classe mondiale, peu importe son âge. Donc Brock a un énorme défi face à lui. Mais de l'autre côté, il a aussi des arguments à faire valoir. Il fait 120 kilos, alors que Randy Couture en fait 100, ce qui peut être un avantage dans l'octogone. Et Couture a dit à propos de Lesnar: « Malgré son poids, Brock était très athlétique, ce qui est rare pour un mec de son gabarit. C'était un athlète légitime, pas juste un gars de la WWE. On a vu comment ça s'est passé pour CM Punk quand il a essayé de faire cette transition vers l'UFC. » À ce moment-là, Couture faisait référence à CM Punk, qui avait aussi voulu aller dans la compagnie de MMA, mais qui après 2 défaites affligeantes a dû rentrer bredouille de cette aventure à l'UFC. Brock, lui, n'appréhendait pas pour autant ce match contre Couture avec beaucoup de pression. À l'époque, il disait qu'il avait déjà fait beaucoup de main events de pay-per-view, et que ce serait un jour comme un autre pour lui. C'est vrai que, de toute façon, avec Brock, et même à la WWE, on a rarement ressenti de vraie passion pour ce qu'il faisait. C'est quelqu'un de très axé sur le business. Il dit lui-même qu'il est un pur prize fighter, quelqu'un qui combat pour l'argent. Et en l'occurrence, ça va lui réussir. Après avoir fait son entrée sur le morceau Enter Sandman de Metallica, qui lui allait comme un gant je trouve, il va gagner ce match, après avoir réussi à mettre un coup sur le côté du crâne de Couture, ce qui va faire tomber ce dernier. Et ensuite, il va lui mettre, et j'ai compté, plus de 30 coups en à peu près 15 secondes. C'est complètement hallucinant. Et on peut imaginer que ça a dû être exceptionnel en termes d'émotion de vivre ça en live pour les fans de Brock. Dans ce qui était seulement son 3e combat à l'UFC, Lesnar devient déjà champion du monde. Et je profite de l'occasion pour dire que j'adore cette ceinture-là, qui rappelle le championnat du monde poids lourd de la WWE. C'est une performance incroyable, dont il faut prendre suffisamment conscience. Mais Brock, lui, ne se sentira pas totalement champion. Pour ça, il avait besoin d'avoir sa revanche contre le seul qui a réussi à le battre, Frank Mir. Ce rematch va avoir lieu à UFC 100, le 11 juillet 2009. Le build-up va être beaucoup plus tumultueux que la première fois qu'ils se sont affrontés. Cette fois-ci, Mir va faire preuve de beaucoup plus d'arrogance. Il se vantait de sa victoire dans leur premier match. Il disait que Brock ne connaissait rien au MMA, alors que Lesnar, lui, disait que Mir avait eu de la chance dans leur premier match, et qu'il n'était qu'un Karate Kid glorifié. Clairement, il y avait une vraie storyline digne du catch, une vraie histoire de revanche à prendre pour Brock, contre un type qui se moquait de lui. Au final, alors qu'il aurait très bien pu être moins bon avec toute la pression qu'il y avait sur lui, Lesnar va avoir la rage de vaincre et complètement le tataner.
Regardez cette intensité incroyable après avoir gagné, quand il hurle sur la caméra. C'était génial. Et on peut dire que dans les droites qu'il mettait à Mir, après l'avoir contrôlé du début à la fin, on ressentait toute sa haine. On peut dire qu'il a cloué le bec de son adversaire. Et l'interview d'après-match sera tout aussi marquante. Alors qu'il se fera huer, il va dire aux fans de continuer et même se permettre un petit clash contre la marque de bière et sponsor de l'UFC, Bud Light. À ce moment-là, il était d'une certaine manière le top heel de la compagnie et ses interviews étaient de véritables promos où il se lâchait complètement en étant politiquement incorrect. Il y était bien meilleur qu'à la WWE et lui-même dit à propos de ça: faire une promo quand Joe Rogan te pose une question dans l'octogone, c'est pas pareil que de faire une promo dans un ring pour promouvoir un match. En tout cas, pour moi, ce match contre Mir était mon préféré de Brock à l'UFC, avec toute cette histoire très personnelle autour. D'ailleurs, la haine que Mir avait envers Lesnar était bien réelle, puisqu'il avait déclaré qu'il voulait faire de lui la première personne qui meurt à cause de blessures subies dans l'octogone. Il a confié qu'il déteste pour de vrai qui il est en tant qu'être humain, même si par la suite, il présentera ses excuses pour ses paroles démesurées. En tout cas, à ce moment-là, Brock Lesnar était au sommet de l'UFC. Il était champion du monde poids lourd incontesté, et ce pay-per-view est resté pendant plusieurs années le plus vendu de l'histoire de la compagnie, avec 1,3 million d'achats, jusqu'à l'avènement de Conor McGregor qui dépassera ces chiffres. Mais à cette époque, Brock était l'attraction principale de l'UFC. Et en l'espace de seulement 2 ans, son ascension y a été vertigineuse. À ce moment-là, tout laissait penser qu'il allait rester au top encore des années et qu'il continuerait d'écrire sa légende dans la compagnie. Et pourtant, après ça, plus rien ne sera jamais pareil. Et quand tu es allé à l'UFC, en venant de la WWE, t'avais pas peur? Tu étais confortable dans la cage? Totalement. J'ai pris ça au sérieux. J'ai recruté les meilleurs dans tous les domaines pour me coacher. Mon premier combat contre Frank Mir à l'UFC m'a appris encore plus l'humilité. En amont, je m'étais tellement préparé à défendre la clé de genou, sûrement 1 million de fois. Et pourtant, c'est comme ça que j'ai perdu ce combat. J'étais tellement en colère contre moi-même. J'ai demandé à Dana White, le boss de l'UFC, de me donner une autre chance. Et après, ça allait bien mieux. Dans mon 3e combat, j'ai battu Randy Couture et je suis devenu champion du monde. T'es un monstre, Brock. Et dis-moi, j'aimerais te demander, c'est quoi ta relation avec Dana White? C'est comment de bosser avec lui? Vous êtes proches? Ouais, il est cool, Dana. Il m'a fait gagner beaucoup d'argent. Ils sont pareils selon toi, Dana White et Vince McMahon? Je sais pas. Ma relation avec Vince est tellement différente de celle que j'ai avec Dana. Vince et moi, on a eu une relation amour-haine depuis 20 ans. Mais elle est bien, de l'eau a coulé sous les ponts. Je le respecte tous les deux beaucoup. J'ai rencontré Vince quand j'étais plus jeune. Je le vois plus comme une figure paternelle. Il m'a appris beaucoup de choses. Ils sont tous les deux des grands businessmen. J'ai grandi dans la ville de Webster, dans le Dakota du Sud, dans une ferme laitière. La lutte était juste une passion. On regardait pas la télé, on travaillait et on essayait juste de gagner notre vie. Je n'ai jamais regardé de catch avant d'aller à la fac. Monday Night Raw passait à la télé dans le dortoir. C'était l'époque de la guerre contre la WCW le lundi soir. Je crois juste au travail. Quand t'es allé à l'UFC, tu te disais quoi quand t'entendais que t'étais un catcheur, pas un vrai combattant, etc. Man, je me battais déjà quand j'étais gamin. Les habitants de mon village à l'époque te confirmeront que les Lesnar sont des combattants. J'ai grandi avec 2 grands frères qui avaient 6 ans de plus que moi, qui sortaient de garde à vue le lundi matin avant d'aller à l'école parce qu'ils s'étaient bagarrés dans la rue. Quand je sortais, c'était pour me battre. Boire un verre ou parler à des filles, ça passait après. Ma mère m'a dit que je devrais en faire ma vie, gagner de l'argent en me battant, parce que je faisais vivre un enfer à mes parents. Avec mes frères, on se battait tout le temps. C'était tout le temps la 3e guerre mondiale à la maison. C'est incroyable de voir tout ce que tu as accompli en connaissant d'où tu viens, où tu habites. J'ai vu que ta maison est vraiment au milieu de nulle part et qu'il n'y a personne aux alentours sur plusieurs kilomètres. Comment tu vis au quotidien? Il y a plusieurs années, j'ai acheté des terres dans le Saskatchewan, au Canada, parce que c'est là que je chassais. J'ai continué à en acheter et là-bas, tu peux pas en acheter sans être résident.
Alors, j'ai déménagé là-bas. Avec mon argent, j'ai investi dans des terres pour les posséder. J'ai grandi à la ferme dans la pauvreté, alors je me suis dit, maintenant que j'ai tout cet argent, je vais continuer dans l'agriculture. J'ai 2 fils, et je veux qu'ils sachent comment travailler, qu'ils aient la valeur des choses. J'ai une ferme qui fonctionne à plein temps, avec des employés. J'aime chasser, j'aime pêcher, être avec ma famille, mener une vie simple. Au fil du temps, j'ai aussi découvert la boucherie. Alors, j'ai construit ma propre boucherie. Je me suis pris de passion pour ça. Je m'étais renseigné sur internet et je tombais tout le temps sur les Bearded Butchers. Je les ai rencontrés. C'est comme s'ils étaient mes frères vikings. Je suis vraiment né au mauvais siècle. J'adore ça. J'aime m'occuper de mes viandes, faire mes assaisonnements. T'es vraiment incroyable, Brock. Tu as vraiment un physique de guerrier. Je suis content que tu aies pu trouver ce business et y réussir. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu des bons coachs de lutte quand j'étais jeune. Il faut un bon environnement et des bons parents pour faire un bon gamin. Mais si tu trouves des coachs qui se soucient vraiment de toi, que t'écoutes bien, que tu apprends de tes erreurs, tu peux aller loin. J'ai eu des bons mentors. Qui sont les personnes que tu respectes dans le business du catch? C'est quoi ton Mont Rushmore? Désolé, mais je m'en fous de tout ça, moi. Ça m'est égal si je suis dans le Hall of Fame ou pas. Ce qui compte pour moi, c'est d'être une bonne personne, un bon père. Je me sens chanceux de toujours être au top, de pouvoir catcher, de faire partie d'une compagnie que Vince McMahon a construite. Je suis fait pour ça. Je m'éclate. Combien de temps tu te vois encore catcher? Je n'ai pas besoin de ce business. Je le fais parce que j'ai envie. J'ai su gérer mon argent. J'ai appris à le gérer. À la fin de mon premier run en 2004, j'étais presque ruiné. J'ai 45 ans cette année. Je me sens toujours très bien. Il y a des jeunes combattants que tu aimes regarder? Je regarde pas vraiment. Il y a tellement de gars. Il faudrait que Dana White s'y prenne autrement, qu'il book autrement, qu'il soutienne certains gars et en protège pour qu'ils deviennent des grands noms, pour ensuite faire des grosses affiches qui rapportent de l'argent. Et dans le catch, ça te fait pas bizarre d'ailleurs que pour ces jeunes catcheurs, tu sois le doyen, celui à qui tout le monde vient serrer la main? C'est marrant parce que quand moi, je suis arrivé à la WWE, c'était des gars comme l'Undertaker, Stone Cold Steve Austin. Maintenant, c'est moi le vieux. Je regarde tous ces jeunes et je me dis que quelqu'un doit se lever, s'affirmer, se mettre over, trouver une manière d'attirer des gens dans une salle pour venir te voir. On s'en fout de ton prochain spot ou ta prochaine prise aérienne. Il faut se demander comment tu vas te différencier, comment tu vas pouvoir te faire de l'argent. C'est ça le business. C'est ce que disent aussi beaucoup d'anciens du business, j'ai l'impression. On dirait que c'est un truc générationnel. La jeune génération pense que si dans le ring, ils vont faire une certaine prise, et la faire plusieurs fois, ils vont réussir. Mais c'est pas ça le business. Dans ce business, il y a le gentil et le méchant. C'est comme dans la boxe. Tu vas avoir des poids lourds comme Mike Tyson et Evander Holyfield qui vont s'affronter. Tu vas aimer ce type ou ne pas aimer ce type. Mettre des mecs l'un contre l'autre. Créer des storylines. J'ai l'impression que depuis ton retour à SummerSlam en 2021, on a appris à mieux te connaître. Depuis que tu es Cowboy Brock, c'est qui je suis vraiment. Ça fait des années que je mets un chapeau de cowboy. Et pour mes cheveux, qui sont plus longs maintenant, c'était juste une blague à la base. Mes enfants me disaient que je serais pas capable de faire une queue de cheval, et je l'ai fait. Dis-moi Brock, tu as parlé de tous ces anciens que tu as pu voir dans les vestiaires quand tu as débuté. Est-ce qu'il y a des gars avec qui t'as jamais été dans le ring que t'aimerais affronter? J'ai pu affronter Hulk Hogan, The Rock, l'Undertaker, Ric Flair. Par contre, j'ai jamais pu affronter Stone Cold Steve Austin. Je comprends qu'à l'époque, quand on devait avoir notre match en 2002, Steve soit parti. Je comprends son point de vue. Il voulait pas travailler avec moi. Et c'était sûrement la bonne décision. Je lui en veux pas. Le business, c'est le business. Et quand tu rentres dans une arène avec des milliers de personnes, ça te rend pas nerveux? Vu ton histoire, on pourrait penser que tu es une personne qui n'aime pas être devant un public. Quand je suis devant un public, j'ai toujours un gros contre-coup après. Je dois direct aller hiberner à Saskatchewan juste après. L'angoisse liée à ça, j'ai toujours besoin de quelques jours pour m'en remettre. J'ai toujours été comme ça. Même quand j'avais des matchs de lutte dans de grandes salles quand j'étais au lycée. Dès qu'il y a même une petite foule autour de moi, je deviens nerveux. Je suis comme ça. C'est pas que j'aime pas les gens,
J'aime juste qu'on me foute la paix. Être devant un public, ça m'épuise. Alors Brock, j'ai une question pour toi. J'ai entendu dire que tu aimes chasser. Quand est-ce que toi et moi, on va aller chasser ensemble? On va regarder nos plannings et on va organiser ça. J'ai envie de te poser des questions pour que les spectateurs apprennent à mieux te connaître. Je sais que comme moi, tu aimes chasser, pêcher, que tu as un gros pick-up. C'est quoi ton plat préféré? Un bon steak. J'aime le faire griller moi-même. Me caler chez moi dehors, sur mes terres, avec une bière ou un whisky bien frais. Et ta musique préférée, c'est quoi? Je suis un fan hardcore de country. Mes préférés, c'est David Allan Coe, Johnny Cash. J'aime aussi Metallica, AC/DC, Motley Crue. J'ai grandi avec tout ça. J'étais le plus jeune de 3 garçons à la maison. Et avec aussi une sœur plus jeune. Mes 2 grands frères ont grandi dans les années 80. Et avaient des cheveux longs, des dégaines de rocker, des vestes en cuir. J'ai grandi avec toute cette musique. Fait mes séances de sport avec. Et qu'est-ce que tu penses de cette perception que les gens ont de toi à cause de ton personnage à l'écran? Je suis le même à l'écran que dans la vraie vie. J'aime pas les gens. Je suis désolé, c'est la vérité. Je suis comme ça. Qu'est-ce que tu entends par là? J'aime pas avoir des gens autour de moi. Et c'est assez ironique, parce que je peux aller dans une arène avec 20 000 personnes et être à l'aise avec ça. Mais c'est seulement parce que j'ai l'impression d'avoir une sorte de dôme autour de moi quand j'y vais. Que je suis comme protégé. Mais en public, je suis comme ça. Tu te considères antisocial? Ou c'est une phobie? Non, c'est pas une phobie. Je me mélange pas bien aux autres. C'est pour ça que je vis au milieu de nulle part. Et que j'ai une barrière de 3 mètres de haut autour de ma propriété. C'est comme ça que je suis. Mec, je dois te parler de ton main event à WrestleMania 19 avec Kurt Angle. Tu as fait ce shooting star press de la 3e corde et tu as atterri sur ta tête. Tu es un mec badass, mais ce jour-là, t'as vraiment eu de la chance de pas mourir. Ce jour-là, c'était un moment de ma carrière où j'ai eu une prise de conscience. On m'a convaincu de le faire. J'étais pas confortable avec l'idée à la base. J'avais déjà fait le shooting star press, mais j'étais jeune et stupide à l'époque. J'aurais pas dû le faire. La personne qui m'a conseillé de le faire me disait que ce serait un WrestleMania moment qui marquerait l'histoire. J'étais en colère contre toi ce jour-là. Tu avais pas besoin de faire ça. Je me faisais du souci. Mais je veux aussi te reparler du WrestleMania suivant, le 20, où tu as un match avec Goldberg. Quand tu me parles de chiffres, le 19, le 20, etc., ça me dit rien. Je regarde tout ça purement comme un business. Il y a des gars qui peuvent te reparler de matchs qu'ils ont eus, etc. Mais moi non. Ce match-là était bizarre, parce que Goldberg et toi, vous étiez sur le point de quitter la compagnie. Aucun de nous avait envie d'être là ce jour-là. Mais pourquoi? C'est WrestleMania 20. Mais parce que je m'en foutais. C'était quand même une des affiches du show. En plus, j'étais l'arbitre. Mais toi, tu allais partir. Pourquoi? Le doigt d'honneur que j'ai fait à la fin du match, il était adressé à Vince McMahon, pas aux fans. J'en avais eu ma claque de ce business. C'était les voyages permanents, les gens. Je devenais cette personne que je n'avais jamais pensé être. Je me suis senti comme un animal piégé. Dans le prochain épisode, on verra entre autres comment une maladie a empêché Brock Lesnar d'être à son meilleur à l'UFC. Pourquoi l'Undertaker est venu le confronter après son match contre Cain Velasquez. Mais aussi la raison très surprenante pour laquelle il s'est pris 1 an de suspension et 250 000 $ d'amende après son combat contre Mark Hunt en 2016. En tout cas, on a pu voir à quel point l'ascension de Brock à l'UFC était impressionnante. Les exploits retentissants qu'il y a réussi alors qu'on ne le prenait même pas au sérieux au début à cause de son passé dans le catch. Clairement, il y était monstrueux. Et ça me fait vous poser une question. Est-ce que vous préférez la version de Brock Lesnar à l'UFC à cette époque ou celle qu'il est aujourd'hui à la WWE? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aimez voir Brock tataner ses adversaires, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.